Et un jour, pour la première fois après 7 ans, un été, j'ai pris 3 semaines de vacances. Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. J'ai dû vraiment prendre 3 semaines off complètes. Et au retour de ces 3 semaines de vacances, ça a été un calvaire. Et c'était terrible parce que je me sentais horriblement mal, mais j'osais pas le dire. Ça a été une série de 3 changements brutaux dans ma vie qui en fait m'ont ouvert les yeux sur mon mode de fonctionnement et sur les choses qui allaient pas dans mon mode de fonctionnement et qui me faisaient souffrir en fait. Donc il y avait aussi plein de peurs qui surgissaient de l'après quoi, de dire en fait je vais remonter une boîte, c'est zéro du risque, on va repartir de zéro, donc on va recommencer en mode serrage de ceinture avec rien. Et du coup je me disais mais comment je vais faire pour vivre en divisant par 2 mes revenus en fait. C'était une énorme source de stress parce que je me disais mais ça va être impossible en fait. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au revoir Président, le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui un jour ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les 2 semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui au cours d'une intense carrière ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui grâce à leur savoir et connaissances peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit au revoir président et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous voici pour un nouvel épisode Au revoir Président avec Simon Vandendrich. Bonjour Simon. Bonjour Laurent. Alors merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez moi et la spécificité de cet épisode, c'est que c'est un des premiers que j'enregistre ici chez moi au Pays Basque, puisqu'on est dans ma maison donc à Anglette. Donc merci d'être venu jusqu'à chez moi. C'était pas très loin pour moi. Voilà, et c'est ça qui est très bien, c'est que toi aussi tu es du coin, donc on est ravis de se retrouver chacun dans notre Pays Basque qu'on a choisi, puisque toi aussi tu vas nous expliquer ça, mais tu as choisi le Pays Basque comme terre, nouvelle terre d'accueil pour toi. Et donc je vais commencer par te laisser te présenter. Ok. Bonjour à tous, moi je suis Simon Vandendrich. Je suis entrepreneur de profession. J'ai toujours été dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai été associé dans une start-up dans le monde de la tech pendant 10 ans à Paris. Et puis depuis 2 ans que je suis arrivé au Pays Basque, j'ai recréé une nouvelle start-up qui s'appelle Chaka dans l'univers de l'investissement locatif, l'investissement immobilier. Donc j'ai toujours été entrepreneur. Et puis un effet marquant, c'est que j'ai vécu à Paris pendant 35 ans et puis là où j'ai grandi, j'ai étudié, j'ai commencé à travailler, j'ai participé à la création de ma première boîte et puis depuis 2 ans j'ai décidé de quitter Paris pour venir m'installer sur la côte basque à Bidart, juste à côté de Biarritz, pour un changement de vie assez radical, où j'ai un peu tout changé d'un coup, mon lieu de vie, mon business, tout a changé en même temps. Alors on va parler de ça en long, en large, en travers. Effectivement, moi, ce qui m'a interpellé, donc j'étais découvert en fait sur Internet. Il y avait un post, moi, qui m'a interpellé parce que tu expliquais un peu ce changement de vie. Donc, comme les auditeurs ont pu l'entendre, donc tu n'as pas un parcours corporate à proprement dit, puisqu'en fait tu es entrepreneur. Et donc tu as dit que tu as lancé ta première boîte, c'est tout de suite après être sorti. À quelle école tu as fait Je suis ingé, moi j'ai fait Centrale Paris. Ok. Et j'ai monté ma première boîte. En fait, j'avais commencé un projet de création d'entreprise pendant mes études, Ouais. avec un ami, un camarade de promo, ça n'a pas pris. Et donc dès la fin de mes études, en fait, j'ai cherché ce que je pouvais faire et je me suis retrouvé associé dans une start-up tech dans laquelle j'ai passé 10 ans de 2011 à 2021. Ok, donc ça va être intéressant et c'est la première fois en fait que j'invite quelqu'un qui n'a pas fait, on va dire, le parcours traditionnel corporate, mais qui a commencé avec sa propre boîte. Mais comme tu me l'expliquais en préparation de cet épisode, il y a quand même beaucoup de similitudes avec ce que peuvent sentir des gens
qui ont un parcours corporate et qui un jour font avoir président, et tu vas nous expliquer ça. Donc voilà, donc ça, tu nous as expliqué qui tu es, qui tu es, ce que tu fais, où tu vis aujourd'hui. Donc on va peut-être commencer justement par cette vie d'avant. Donc après l'école, tu montes cette boîte et en gros, qu'est-ce que tu y as fait, comment ça a évolué, jusqu'où, pour vraiment sentir un petit peu le moment où tu as commencé à te dire tiens, il y a quelque chose qui pourrait peut-être changer. Donc c'est ce moment-là qui m'intéresserait d'explorer avec toi. Ouais. Bah après l'école, donc je m'associe à une personne qui s'appelle Roland Massenet, qui a 20 ans de plus que moi, qui est en train de lancer une nouvelle start-up dans le monde de la tech, qui est un outil d'animation de force de vente. Il cherche quelqu'un pour l'accompagner, voilà, sur le plan opérationnel. Ça m'intéresse parce que je sors d'école, je sais que j'ai pas une énorme expérience, et donc ça m'intéresse de m'associer avec quelqu'un qui a plus de bouteilles que moi. Donc je m'associe dans ce projet. Et puis bah, on se lance dans une création de start-up, quoi. Donc on commence à monter le logiciel, à faire les premières ventes. Et puis Et donc toi, tu t'occupais de quoi, côté tech ou... Non, moi je m'occupais plus du côté marketing-vente. Marketing, Ouais, d'accord, ok. beaucoup plus du côté marketing-vente. On avait un directeur technique qui s'occupait de la partie tech. Et donc on développe, on lance, on vend, on commercialise, ça commence à prendre, on commence à faire les premières ventes significatives. Et puis bah, voilà, on rentre un peu dans un tunnel de... finalement 6-7 ans où le business se développe, les ventes accélèrent, on développe l'équipe, et puis après on est dans une espèce le nez dans le guidon sans relever la tête pendant franchement un bon 7 ans, je pense. Et ça, c'est de quand à quand? C'est les dates, c'est De 2011 ça a commencé en 2011, donc parce que tu as quel âge? j'ai 37 ans moi. 37 ans, d'accord, ok. Ouais, donc ça commence en 2011. Je sais plus exactement quel âge j'ai à cette époque-là. Il y a 11 ans. Non. Mais donc j'ai 31 ans, j'ai 21 ans à l'époque, 26 ans à l'époque, voilà, les calculs sont durs, il est un peu tôt. J'ai 26 ans à l'époque, donc je suis encore assez jeune. Et donc là se passe voilà un espèce de un peu tunnel de 7 ans où on est à fond, ça se développe, c'est hyper intense, on travaille beaucoup, on a des discussions jusqu'à tard le soir, enfin voilà, c'est vraiment une création de start-up. Et puis voilà, le business va bien, donc je me pose pas trop de questions, l'entreprise se développe, l'équipe se développe, et ensuite ce qui s'est passé... Et là, c'est juste pour comprendre, donc en termes de finances, donc une start-up, parce qu'on sait que start-up c'est quand même rude en termes revenus, etc. Donc là, c'est serrage de ceinture. C'est plutôt serrage de ceinture, ouais. Alors on était financé, mais on n'a jamais fait de grosses levées de fonds type série A, série B, voilà, comme les grosses startup tech. On s'est financé par des business angels, des proches. Ouais. Donc ça a été quand même du financement beaucoup plus light. Donc on était une startup financée, mais on a toujours été un peu à mi-chemin entre la startup financée et la startup rentable. D'accord. Donc ça a été un peu serrage de ceinture. C'était pas gros salaire, dividendes et compagnie, quoi. Et pendant les 7 ans ou ouais, pendant les 7 ans, pendant les 7 ans, ouais. Pendant les 7 ans. Donc après j'avais un salaire tout à fait raisonnable, hein, pour Paris, enfin raisonnable quand on compare à la moyenne des Français, mais quand on peut de ce qu'on peut imaginer de l'entrepreneuriat et quand on voit les grosses réussites, etc. On en était très 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 loin. D'accord. J'étais sur un salaire tout à fait basique, quoi. Ok. Mais je voyais la boîte se développer, l'équipe grandir, etc. Donc je me disais bon bah voilà, quelque part plus tard on en tirera les fruits. Et un jour, pour la première fois après 7 ans, un été, j'ai pris 3 semaines de vacances, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. J'ai dû vraiment prendre 3 semaines off complètes. Et au retour de ces 3 semaines de vacances, ça a été un calvaire. Vraiment. De reprendre, tu veux dire. Ouais. J'avais l'impression d'être l'écolier qui reprend l'école en septembre et qui va entrer dans les pieds en pleurant. Enfin, c'était vraiment abominable, quoi. J'avais un poids sur les épaules. Mais à cette époque-là, tu aimais ton job ou pas? C'est-à-dire qu'avant de partir en vacances... Ouais, avant de partir en vacances, tout allait très bien. C'est dingue, ouais. ça. Tout allait très bien. Et vraiment, le retour de vacances a été... Mais j'ai pas compris moi-même, hein. Ça a été une claque. Mais pendant ces vacances, qu'est-ce qui s'est passé alors? Rien. J'ai juste pris du temps où j'ai vraiment déconnecté complètement. C'était la première fois en 7 ans? C'était la première fois en 7 ans où je déconnectais vraiment complètement pendant une durée un peu longue, qui n'était pas de l'ordre d'une semaine ou voilà. Et t'es parti quelque part ou... Ouais, j'étais en voyage, je sais plus où. D'accord. À l'époque, je voyageais encore pas mal, donc j'étais je sais plus quel pays où je suis parti, mais avec ma compagne. Enfin, c'était... Et vraiment, le retour, ça a été mais d'une violence inouïe. Et c'était terrible parce que je me sentais horriblement mal. Mais j'osais pas le dire. Et j'osais même pas trop me l'avouer à moi-même, en fait. Parce que c'était ma boîte, j'étais associé.
je me disais quand même, Vous avez combien de personnes dans la boîte à l'époque, on devait déjà être 25-30. Ouais, d'accord, donc quand même une responsabilité vis-à-vis de ces gens-là. Voilà, absolument pas l'envie de communiquer ce message aux équipes. Donc t'en parles à qui à part cette fois-là, j'en parle quasiment à personne. Même pas ta compagne? Non, même pas ma compagne. Ah, ok. Ou très vaguement. Et là, je serre les dents et je me dis, allez. Et puis après, je rentre dans le quotidien intense avec les réunions tout le temps, voilà, un agenda hyper rempli. Donc petit à petit, ça s'estompe, quoi. Combien de temps il a fallu pour que ça... Je pense qu'il m'a fallu un bon mois pour revenir de ces vacances, quoi. Et au bout de ce mois-là, est-ce après, que... voilà, je me remets dans le quotidien et donc D'accord. j'oublie un peu cette sensation désagréable, quoi. Ok. Mais ça a été un peu un choc. Et au fond de moi, je suis un peu choqué à ce moment-là. Je me dis, mais comment c'est possible alors que c'est ta boîte que tu as montée? Il y a aussi l'image qu'on a de l'entrepreneur, tu vois. Tu te dis, mais t'as pas le droit en fait de penser ça. T'es entrepreneur, c'est ta boîte, t'as pas le droit de te sentir mal en fait. Et puis ça passe. Donc je reprends mon année, machin. Et puis voilà, on continue, on avance. Donc là, on est en 2018, hein, c'est ça? 2018, 2019 ou quelque chose comme ça. Ouais. 2018, ouais. Et après, l'année d'après, l'été suivant, rebelote, je reprends 3 semaines de vacances. Donc deuxième année de suite où je reprends 3 semaines de vacances. Ouais. Et là, pareil, le retour, abominable. Impossible. Et là, sachant ce que tu avais vécu la première fois, est-ce que tu es parti en vacances en te disant est-ce qu'il va m'arriver la même chose? Non, parce que j'avais un peu oublié. Ça faisait un an, Ah ouais, d'accord. je repartais en vacances. Je savais que ça me faisait du bien de partir en vacances, mais je me suis pas dit que ça allait recommencer. Et au retour de ces deuxièmes vacances, pareil. Abominable, pas envie de revenir. Et là aussi 3 semaines, hein? Ouais, c'est ça, 3 semaines de vacances. Et le poids dans la poitrine, vraiment une sensation horrible. Et là, j'en parle beaucoup à ma compagne. Je lui dis, c'est pas normal, j'ai l'impression d'être perdu, je veux pas revenir. Pourquoi je veux pas revenir? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je me dis qu'en fait, il faut que je commence à me l'avouer, quoi. Qu'il y a un truc qui va pas, en fait. Et donc, là, je commence sérieusement à me dire qu'il va falloir faire quelque chose. Là, j'en parle à mon associé. Donc, un moment assez dur, hein, parce que là, je lui parle. Enfin, je pense, de mémoire, à ce moment-là, j'étais quasiment en larmes, quoi, quand je lui en parle, parce que je me sentais horriblement mal. Alors juste une question avant ça, tu cherches pas à te faire accompagner, Pas à soit ce moment-là encore, non. coach, psy, etc. Non, pas encore. Okay. C'était une phase où j'avais pas le réflexe d'aller me faire accompagner à l'extérieur. D'accord. Et du coup, je cherche pas à me faire accompagner, mais j'en parle à mon associé. Je lui dis, écoute, Ok. là, il y a un truc qui va pas du tout. Ça fait 2 années de suite que j'ai pas envie de revenir. C'est pas, ça va pas, quoi. Donc à un moment, il va falloir que je prenne des décisions. Je sais pas quand, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Mais à ce moment-là, j'ai un sentiment profond de trahison, quoi. Ouais. De trahir mon associé, l'équipe, d'abandonner le navire. Et puis, Parce que là, quand tu dis abandonner le navire, c'est à ce moment-là, je commence à y penser, en fait. Tu commences à y penser, ok. Mais je l'ai pas encore accepté dans ma tête. Hein. Mais je commence à me dire qu'il va falloir que je parte. Mais c'est pas encore. J'ai pas du tout encore. Je suis pas encore capable de le faire à ce moment-là. Et donc là, je dis à mon associé, mais c'est pas suivi d'effet, je fais rien en fait. Je lui dis juste ça va pas. Ça fait 2 ans de suite que je reviens de vacances et que ça va pas. Et sa réaction à lui, c'est comment? Très compréhensif, il me dit écoute, c'est normal, ça fait longtemps qu'on y est, c'est normal que tu satures, prends le temps de savoir ce dont tu as besoin et tu as envie, et puis on en reparle quand tu sais ce que tu veux, quoi. Et là, j'imagine soulagement pour toi, non, d'entendre ça? Non, enfin oui, soulagement qu'il soit compréhensif, Oui. mais toujours dans ma tête un brouillard Culpabilité, total qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je vais, sentiment de culpabilité, la peur aussi, parce que je me dis mais en fait si je m'en vais, qu'est-ce qui se passe? Je perds tout ce que j'ai créé depuis 8 ans, je perds mes parts dans la boîte, sachant que comme je te disais, on avait plutôt été en mode serrage de ceinture sur les salaires. Ouais. Donc j'avais quand même un espoir au fond de moi de me dire un jour cette boîte on va la revendre et on fera un peu un petit jackpot et à ce moment-là on se rémunérera de tout le travail qui a été fait pendant les années où on s'est pas beaucoup payé, quoi. D'accord. Donc il y avait aussi ce côté de dire si je m'en vais quelque part je perds le fruit de ces années de travail, quoi. Et donc j'aurais bossé dur pendant des années pour rien, donc il y avait aussi une grosse peur de perdre cet aspect-là. Et donc bon, voilà, grosse angoisse, grosse peur, grosse culpabilité, impossible de savoir ce que je voulais, où je voulais aller, et je l'annonce, mais il n'y a pas d'effet. D'accord. Et là, est-ce que, comme la première fois, ça rentre dans l'ordre au bout d'un mois? Ça rentre dans l'ordre, voilà, au bout d'un mois, 2 mois, mais cette fois-ci avec une conscience un peu plus nette. Parce que tu en avais parlé en plus. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, c'était pas je mets la poussière sous le tapis, c'était ça rentre dans l'ordre parce qu'il faut que ça rentre dans l'ordre, parce qu'il faut que je me remette à bosser, je vais pas me croiser les doigts toute la journée. Mais je sais qu'il va y avoir un moment quelque chose à faire. Cette fois-ci, j'en suis conscient du besoin de faire quelque chose, mais je suis pas capable encore. Et il t'en reparle, ton associé, pendant... Non, il me laisse réfléchir. Il me laisse le temps de la réflexion. réflexion. Vraiment la balle est dans ton camp, quoi. À ce Exactement. moment-là.
Et ensuite vient le Covid, parce que de mémoire, c'était l'année où il y a eu. Ça devait être à la rentrée 2019 où je lui ai annoncé ça. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est à la rentrée 2019. Et ensuite, il y a eu fin d'année 2019, début 2020. Et ensuite, le Covid, les confinements. On se retrouve tous chez nous. Et tout le monde se plaint en disant oh, c'est horrible, on est coincé chez nous. Et moi, je me sens hyper bien. Je me dis c'est génial. Je suis sorti de cette course effrénée, j'ai plus de temps pour moi. Et tu bosses quand même Je bosse, ouais, je avec bosse à la distance, mais du ouais. coup, il n'y a plus les allers-retours, il n'y a plus les verres avec les copains le soir parce qu'on est chez nous. Donc, du coup, ma vie, elle se résume à un boulot un peu moins intense parce qu'en plus, l'activité ralentit un peu. Ouais. Et avoir un peu plus de temps pour moi, un peu plus de temps pour faire du sport parce que je peux quand même courir autour de chez moi. Et donc, je me dis, bon, c'est encore un signe qu'il faut probablement que tu fasses des évolutions dans ta vie. Voilà, que tu fasses quelque chose, quoi. Et puis, le confinement et le fait de vivre à deux avec ma compagne remet sur la table un sujet que j'avais déjà mis sur la table il y a longtemps, mais qu'on avait mis de côté, c'est de quitter Paris. J'ai adoré Paris, mais c'est juste que je sentais que mes aspirations évoluaient vers beaucoup plus de nature, beaucoup plus de possibilités de faire des activités dehors, et que ça, Paris, ça correspondait pas. Et donc, et que je passais mes week-ends à partir en fait. Et je passais mes week-ends à prendre le train pour aller dans les Alpes, pour aller sur la côte. Et du coup, je me suis dit à un moment, j'avais commencé à réfléchir en me disant, est-ce que tu irais pas plutôt vivre proche de ce qui te plaît, quitte à revenir à Paris de temps en temps pour des raisons professionnelles ou personnelles, familiales, quoi. Mais on avait mis en stand-by la discussion avec ma compagne en se disant c'est pas le moment pour nous de le faire. On était encore dans notre frénésie de vie parisienne avec notre boulot, etc. Et donc on avait mis ce sujet en stand-by et c'est revenu pendant le Covid. Elle m'a dit est-ce qu'on remettrait pas ce sujet sur la table parce que finalement on se rend compte là avec le confinement, le changement d'habitude que finalement on s'en sort bien, que ça marche bien et que peut-être on aspire à une vie un peu différente, un peu plus calme. Donc là on dit ok c'est un vrai sujet, on y réfléchit sérieusement et où est-ce qu'on veut aller. Très vite on se met d'accord sur la côte basque. Pour des raisons très simples, c'est que moi je voulais plutôt me rapprocher de la montagne. Elle avait très envie de se rapprocher des vagues, et je lui ai dit il n'y a qu'une seule région en France qui combine les deux, c'est la côte basque. Et en réalité, je connaissais pour y être déjà venu, et j'adorais l'endroit, et je lui ai dit voilà, c'est vraiment, ça me paraît être un endroit idéal pour un changement de vie, et ça correspond à ce qu'on cherche en termes de richesse naturelle, quoi. Et donc on se dit cet été on y va tous les deux, et puis on va voir. Donc là, quand tu parles de l'été, c'est l'été 2020, 2020, ouais, d'accord. Où là, tout s'est rouvert. Exactement. C'est l'année où on est rentré de Singapour et on a, Exactement. on a profité de l'ouverture. On vient en vacances sur la côte basque l'été 2020 en se disant, voilà, on vient prendre un peu la température et se dire est-ce qu'on s'y sentirait vivre ou pas, quoi. Ouais. On vient pas juste en vacances, on vient réfléchir à est-ce qu'on s'y sentirait vivre. Et donc on vient 10 jours ici. Vous connaissiez déjà Moi je connaissais déjà pas mal, elle pas du tout. Et donc on vient et au bout de 10 jours elle me dit, c'était plutôt un test pour elle que pour moi parce que moi je savais que ça m'allait très bien et j'avais pas trop de doute là-dessus. Et du coup on vient et au bout de 10 jours elle me dit en fait ouais, je me projette vivre ici, ça peut être un endroit chouette, quoi. Okay. Donc on se dit ok go, on essaye de faire le move, on vient vivre ici, quoi. Et là, à part le projet de vivre ici, il y a rien d'autre, c'est-à-dire que pour l'instant il y a rien d'autre que de dire on va quitter Paris et on va venir vivre ici. On sait pas encore exactement quand. Et là, repasse l'été, les vacances, etc. Revient la rentrée, toujours avec une troisième fois de suite cette sensation désagréable de j'ai pas envie de revenir. Mais cette fois-ci, c'est plus clair dans ma tête que là, il faut vraiment faire quelque chose et que je peux pas continuer comme ça. Et cette fois-ci, j'ai un peu accepté l'idée que je peux plus me mentir à moi-même, quoi, que je me sens plus bien dans ma boîte et qu'il faut que je parte, en fait. Et là, parce que là, il y a eu un an entre la fois d'avant où tu es rentré, tu as parlé à ton président, à ton associé, et cette fois-ci, pendant cette année-là, il n'y a eu aucune autre discussion avec lui ? Non, d'accord. Ou je m'en souviens plus, mais je pense pas. D'accord, ok. Et donc là, quand tu rentres, donc du coup, tu lui en reparles ou Et donc là, à ce moment-là, je reprends rendez-vous avec lui le 1er septembre. Vraiment, c'était... Et là, je lui dis, écoute, Roland, je vais partir. Je sais pas exactement quand, mais c'est sûr, je vais partir. J'ai besoin de changer, j'ai besoin d'oxygène, de remonter autre chose, de m'éloigner. Je me sens trop dans une impasse, dans un cul-de-sac. Il faut que je parte. Donc c'est hyper dur de lui annoncer ça. Et au fond de moi, je le dis parce que je sens que j'en ai besoin. Mais je suis déchiré, en fait. J'ai l'impression d'être un traître, d'abandonner le navire. Et puis j'ai une peur de la perte totale parce que je me dis, en fait, là j'ai bossé à ce moment-là, on en est à presque 10 ans. Ouais. En gagnant relativement peu par rapport à ce que j'aurais pu gagner si j'avais fait du corporate, par exemple. Je pense que honnêtement, j'ai gagné au moins moitié moins que ce que j'aurais pu gagner si j'avais fait du corporate, voire plus que moitié moins.
Et je comptais beaucoup sur les parts, la valorisation des parts, etc. Et là, je me dis, en fait, je vais perdre cette partie-là, quoi. Donc, au fond de moi, j'ai quand même un déchirement de me dire, je renonce à 10 ans de gains potentiels de travail, quoi. Mais je sais qu'il faut le faire, donc je le fais. Et je me sens tellement mal que ma compagne me dit, mais pourquoi tu vas pas voir un psy? C'est le bon moment dans ta vie pour peut-être aller parler de ça à un psy, quoi. J'avais jamais vu de psy avant. Et je me dis, bon, bah, pourquoi pas, après tout, essayons. Et donc là, je vais voir un psy, je lui en parle, et je réalise en lui en parlant à quel point c'est lourd pour moi, à quel point ça réveille des peurs, des angoisses, des choses beaucoup plus profondes que juste des questions professionnelles. Et donc là, en fait, je suis parti pour quasiment 1 an et demi de thérapie à ce moment-là. Je ne savais pas encore, mais j'ai fait quasiment 1 an et demi de thérapie pour digérer toutes les sensations associées à cette fin professionnelle, tout ce que j'avais ressenti aussi dans l'enfermement dans les 3 dernières années, l'espèce de cul-de-sac dans lequel je m'étais senti, toutes les peurs, les angoisses associées à ça, l'aversion à la perte aussi, enfin tous ces sujets-là, j'ai beaucoup bossé ensuite pendant l'année et demie qui a suivi. Et là, c'était à raison de combien de séances Alors au tout début c'était intense, parce que Ouais. c'est en fait au moment où je suis allé le voir pour la première fois, j'ai réalisé en lui en parlant à quel point c'était en fait... T'as déversé, je me Voilà, dis, j'ai déversé et j'ai compris que c'était beaucoup plus intense que ce que j'avais bien voulu m'avouer. Donc là je pense qu'au début c'était 1 fois par semaine, Ouais, et après au bout de 6 mois on a espacé, on est passé à 1 fois tous les 15 jours, puis 1 fois tous les mois. d'accord. C'est devenu moins intense, mais au début c'était 1 fois par semaine, ouais. Ok. Et c'était en fait vital, quoi. Et au fur et à mesure que tu avançais, tu arrivais à te tranquilliser sur l'idée de partir en baissant ce sentiment de trahison et Petit à petit, ouais. en baissant la peur à la perte. En Petit fait. à petit, Ouais. oui. Mais pas complètement, parce que j'avais aussi pris la décision de partir et de remonter un autre business. Je me voyais pas être quelque chose d'autre qu'un entrepreneur. En plus, je savais qu'en venant sur la côte basque, ici, j'allais pas trouver un métier. Je pouvais pas facilement me faire embaucher par une boîte. Il n'y a pas une énorme offre ici dans les boîtes de la tech, les boîtes, voilà, les startups, ce qui est quand même plutôt mon environnement que je connais bien. Donc je savais que je venais pour remonter une boîte. Donc il y avait aussi plein de peurs qui surgissaient de l'après, quoi. De dire, en fait, je vais remonter une boîte, c'est du risque, on va repartir de zéro, donc on va recommencer en mode serrage de ceinture avec rien. Euh, et, et en plus, alors, moi j'ai eu un énorme coup de chance. Autant, voilà, j'ai vraiment pas beaucoup gagné au niveau financier avec ma boîte précédente. Autant j'avais un statut de salarié, donc j'ai pu négocier de partir en rupture conventionnelle. Ce qui m'a donné du coup les 2 ans de chômage bouffées d'oxygène qui permettent de remonter la nouvelle boîte en ayant un revenu. Parce que sinon, en fait, comme je suis pas parti avec rien, un package en partant, j'aurais pas eu de ressources pour pouvoir vivre les 2 ans pour remonter ma nouvelle boîte, quoi. Donc j'avais quand même cette sécurité-là, mais qui malgré tout voulait dire diviser mes revenus quasiment par 2, hein, parce que quand tu passes au chômage, tu divises presque par 2 tes revenus, quoi. Donc ça, c'était aussi une énorme source de stress de me dire, mais comment, parce que quand j'étais à Paris, je consommais mon salaire, en fait, je vivais, enfin... Tu étais locataire ou J'étais locataire, ouais. Et je vivais, voilà, j'utilisais mon salaire pour mes sorties, machin, enfin, j'avais pas beaucoup de surplus, quoi. Et du coup, je me disais, mais comment je vais faire pour vivre en divisant par 2 mes revenus, en fait. C'était une énorme source de stress, parce que je me disais, mais ça va être impossible, en fait. Et les premiers mois au chômage, j'étais en alerte générale, quoi. Je regardais chaque dépense en me disant, est-ce que je peux me le permettre? Enfin, c'était vraiment compliqué. Au final, ça s'est super bien passé. Alors raconte justement, donc la décision, donc le move finalement se fait quand Alors donc je l'annonce en septembre et je dis à mon associé, je sais pas encore exactement quand je vais partir, mais horizon plus ou moins 6 mois. Parce qu'il faut aussi qu'on se coordonne avec ma compagne, qui elle aussi doit quitter son job. Elle pour le coup en entrepreneuriat Elle ou était plutôt consultante. Ouais. Elle était ok. consultante, mais elle voulait vraiment quitter sa boîte. Elle a vraiment fait le move du corporate vers consultant indépendant. Ok. Et elle voulait, il fallait qu'elle voit quand est-ce qu'elle pouvait quitter aussi. Et on voulait essayer d'être synchrone sur le moment de départ pour pouvoir bouger ensemble. Et en fait, on a fait un break. Je suis pas venu ici direct. On a fait un break. On est parti fin février de nos boîtes et on a fait 3 mois, mars, avril, mai. On est parti voyager avec ma compagne. On est parti au Mexique 3 mois. C'était vraiment le break où on s'est dit, là, pour le coup, on prend 3 mois, on fait rien, on bosse pas. Après quasiment 10 ans chacun à avoir bossé, on se prend des vacances, quoi. Et après ces 3 mois, on est revenu et le move au Pays Basque s'est fait, alors pas immédiatement parce qu'il a fallu le temps de trouver un logement, etc. Donc ça s'est fait plutôt fin août. Mais tu vois, en gros, juin, juillet, août, on a été un peu en transition entre ici et Paris. Et fin août, on a... Donc là, on parle de 2021. 21, ouais, ouais, d'accord, ok. fin août 2021.
Mais tu vois, je rentre du Mexique fin mai et le 1er juin, je suis à mon bureau en train de bosser à ma nouvelle boîte et j'ai déjà mes premiers rendez-vous clients. Tu vois. D'accord. Je voulais pas perdre une minute, quoi. Ok. Et là, je pense qu'il y avait au fond de moi une vraie peur de l'inconnu, de pas bosser. Enfin, c'était quelque chose d'un peu inquiétant aussi. Donc j'ai enchaîné direct. J'ai pas pris. Et là, donc ces premiers pas en terre basque avec ta nouvelle boîte, ça se passe comment? Est-ce que à un moment, tu as des regrets, tu dis merde, j'ai fait une connerie? Ou est-ce que tu aucun doute en disant c'est bon, c'est la bonne voie? Alors, du point de vue perso, je suis hyper content. Ouais. Le changement d'atmosphère, de vivre proche de l'océan, d'avoir les montagnes pas loin, ça correspond exactement à ce que je cherchais. Donc voilà, pouvoir aller surfer le soir, pouvoir aller en montagne le week-end, c'est parfait. Donc de ce point de vue-là, c'est aucun doute, je suis hyper content et ça va bientôt faire 2 ans et je regrette absolument pas le changement. Du point de vue pro, bah, y a énormément de stress et d'angoisse liés à la création de la nouvelle boîte. Et là, je me rends compte que qu'en fait, ouais, je suis de nouveau plongé dans une atmosphère de stress, d'angoisse, de peur, de l'échec, de doute qui sont liés à la création d'une nouvelle boîte. Mais je pense que recréer une nouvelle boîte, quand on a 35, j'en avais 35 à l'époque, que on est plus avancé dans la vie, le risque perçu est pas le même. Quand j'avais participé à la création d'Incentive au tout début, j'avais 25 ans, quoi. Donc à 25 ans, tu étais un peu plus insouciant, tu es un peu plus tôt dans ta vie, mais quand tu le refais à 35, le risque perçu est pas le même et la peur de l'échec est pas la même, quoi. Et puis là, tu te dis, voilà, maintenant j'ai quand même une vie à assumer, des dépenses, etc. Donc si ça se plante, comment je vais faire derrière pour assumer mon train de vie, quoi. Et là, je me retrouve quand même bien noyé sous le stress, l'angoisse. Et pendant combien de temps ça dure lié au pro. Ça dure toute la première année de création de boîte. J'ai vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Voilà, ça me réveille la nuit, j'ai des coups de stress sur le business, est-ce que ça va marcher? Et là, tu reconsultes ou pas Alors, je suis toujours avec le même toujours, psy ok. jusqu'à février. D'accord. Qui me suit, qui m'accompagne sur ce sujet-là. Fin février, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Donc je dis, voilà, ça fait 1 an et demi qu'on se voit, je pense qu'on va lever un peu le pied, je vais arrêter un peu. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Et puis, l'été dernier, été 2022, se passe quelque chose dans ma vie qui est de l'ordre un peu du choc. Mais en fait, avec ma compagne avec qui on est venu ici, on se sépare. Après 8 ans de vie commune. Et ça, il y a la raison et le changement de vie fait partie des raisons. Pour elle, ça se passe bien ou Pour elle, le changement de vie se passe très bien. En fait, le bien. changement de vie se passe très bien pour tous les deux. D'accord. Mais je pense que quelque part, ce changement de vie, il faisait partie d'un besoin de changement un peu global pour les deux. Et que quelque part, la rupture amoureuse faisait aussi partie des choses qui étaient nécessaires et qui devaient venir. On a mis du temps à se l'avouer et à le réaliser. Mais peut-être que le changement de cadre a favorisé la prise de conscience, quoi. Ok. Et donc, on se sépare en juillet 2022, juillet de l'été dernier. Donc ça me met un sacré choc, parce que comme toute rupture, c'est quand même un gros choc. Et à partir de ce moment-là, je décide de reprendre le travail psy, parce que je sens que ça va être une période dure et que là, pour le coup, voilà, je suis plus avec ma compagne, je suis dans un nouvel environnement que je connais que depuis 1 an, mais qui est encore assez frais pour moi. J'ai beaucoup de stress professionnel, donc là, je me dis, il faut que je reprenne ce travail psy. En fait, j'ai besoin d'être accompagné pour gérer cette phase qui va être compliquée. Et donc là, depuis septembre, je revois une psy, en fait 2 même, une puis une autre qui m'a été conseillée, qui travaille pas de la même manière, donc j'en vois 2. Et en fait, j'ai énormément travaillé, d'abord sur la base de la rupture, mais j'ai finalement énormément travaillé derrière aussi sur ma relation aux autres relations, et puis ma relation aussi au monde professionnel, au stress, à l'angoisse. J'ai réalisé que j'étais quelqu'un de nature très anxieuse, que c'était une anxiété qui s'était beaucoup renforcée dans les dernières années, notamment sur la fin de mon expérience chez Incentive, et que j'étais une personne qui était très sujette à l'angoisse, à l'anxiété, et que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je garde sous contrôle. Je pense que cette angoisse a été aussi une des sources qui ont accéléré la rupture, parce qu'en fait, le fait de remonter ma nouvelle boîte la première année où on était ici et d'être hyper angoissé, hyper anxieux,
Ça a été une des raisons qui ont, je pense, éloigné ma compagne, parce qu'elle m'a un peu dit hein, que en fait, j'étais tellement absorbé par mon business, par l'angoisse qu'il y avait autour, que j'étais plus vraiment disponible pour elle, pour notre couple. Et donc ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi de me dire waouh, c'est quand même c'est tellement fort chez moi que ça me rend indisponible aux autres. Et en fait, je me rendais compte que ça me rendait aussi un peu indisponible à moi-même. Donc c'était un vrai sujet à travailler, quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé depuis septembre dernier sur ce sujet-là. Euh, et il y a eu beaucoup d'évolutions, hein, même si aujourd'hui j'en suis conscient, je reste quelqu'un d'anxieux, angoissé, et j'ai toujours des journées où je suis relativement anxieux. Euh, mais c'est quand même un sujet qui est plus sous contrôle pour moi aujourd'hui. Et, euh, et je pense que si, en fait, je me rends compte que c'était un état qui était tellement naturel chez moi que je fonctionnais comme ça depuis des années et je le voyais pas en fait. J'étais hyper anxieux, hyper stressé. Je buvais des quantités de café qui étaient juste anormales et qui venaient en fait qui me donnaient la sensation de me sentir mieux mais qui en fait venaient petit à petit renforcer le sentiment d'angoisse parce que la caféine en fait ça augmente le sentiment de stress. Mais c'était devenu presque un réflexe machinal d'en boire et d'en boire et d'en boire et d'en boire pendant que je bossais. Euh, et, et en fait, c'était un état normal que je voyais même plus en fait. Et tout ce changement dans ma vie, enfin cette succession de changements, de quitter ma boîte précédente qui a été un énorme chantier, une énorme douleur, de venir vivre ici et donc de changer complètement d'environnement, de gens que je fréquentais, de revoir complètement tout ce qu'il y avait autour de moi. Puis enfin la rupture, ça a été une série de 3 changements brutaux dans ma vie euh, qui en fait m'ont ouvert les yeux sur mon mode de fonctionnement et sur les choses qui n'allaient pas dans mon mode de fonctionnement et qui me faisaient souffrir en fait. Et qui m'ont permis de travailler dessus. Et même si aujourd'hui, je ne vais pas dire je suis hyper relax et je suis un mec super zen, super détente, mais je suis en tout cas beaucoup plus conscient de certains problèmes dans mon fonctionnement et de comment les gérer au mieux pour éviter de me faire submerger par ça, quoi. Et comment tu appréhendes le futur maintenant, à partir de cette position qui est celle d'aujourd'hui? J'envisage aujourd'hui mon futur de façon beaucoup plus équilibrée entre mon pro et mon perso. Mhm. Euh, j'ai complètement renoncé à mes idéals de richesse qui s'étaient beaucoup développés chez moi quand j'étais dans ma boîte précédente, quand j'étais dans le monde parisien, avec aussi beaucoup d'amis autour de moi qui gagnaient très bien leur vie, qui avaient voilà, des trains de vie très élevés et qui du coup m'avaient mis des standards de ce que je voulais en termes de richesse, de niveau de vie qui étaient très élevés, qui mettaient aussi un peu la pression hein, quand tu te dis qu'il te faut 10-15 000 euros pour vivre par mois, que tu as envie d'avoir une grande maison, que tu as envie d'avoir une belle voiture, toutes ces choses-là, c'est des choses en fait qui te mettent une bonne pression pour ce qu'il faut que tu fasses pour vivre. Et ça, j'ai complètement revu ces 2 dernières années, notamment avec la baisse de revenus, le fait de venir vivre ici et de rencontrer beaucoup de gens qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations. Parce que pour le coup, en étant sur la côte basque, tu sors du milieu cadre parisien et il y a plein de gens ici qui n'ont pas du tout ces aspirations-là en fait. Il y a même des gens qui me disent mais pourquoi tu travailles autant pour ta start-up franchement t'es con, pourquoi tu fais pas moins quoi. Et quand je les écoute je me dis bah ouais pourquoi je fais pas moins en fait, ils ont raison dans leur approche. Et ça me fait réfléchir et du coup j'aimerais bien réussir à monter un business où on travaille pas 5 jours par semaine. Aujourd'hui on travaille encore 5 jours par semaine mais j'aimerais bien à moyen terme qu'on arrive à développer le business de telle sorte que quitte à gagner un peu moins mais on travaille plutôt 4 ou 3 jours et demi par semaine pour avoir un meilleur équilibre pro-perso. Mais aujourd'hui, voilà, toutes mes ambitions de start-up, licorne, gros succès, richesse, machin, c'est un peu derrière moi tout ça. Et j'ambitionne beaucoup plus de monter une boîte qui respecte voilà, ses salariés ou qui me respecte moi aussi dans mon temps et ce que j'ai ce que je peux faire à côté, qui a de l'impact le plus positif possible sur la société. Bah, écoute, en tout cas, en t'écoutant, c'est vraiment merci pour cette authenticité parce que tu t'es vraiment livré. Je pense que alors je sais pas, du coup, je pense que si tu arrives à parler aussi facilement, c'est aussi parce que tu as fait tout ce travail, mais je pense que c'est vraiment quelque chose d'inspirant et merci pour nous présenter la réalité des choses telles qu'elles sont. Et on voit l'énorme quantité de travail que tu as fourni pour arriver à faire cette mue. Moi, je vois ça vraiment comme l'accouchement d'un nouveau moi. J'avais déjà utilisé ce terme-là et c'est vraiment parce qu'il y a la douleur quoi, de l'accouchement et puis il y a vraiment un nouveau Simon qui n'a rien à voir avec celui. Enfin, on voit bien avec la manière dont tu le décris, tout l'énorme travail qui a été fait. Donc bravo pour ça. Moi, je suis vraiment très impressionné. Merci. Et du coup, ça m'amène peut-être à la question que je pose traditionnellement, c'est quand on écoute cette histoire incroyable, quelle pourrait être la morale? Comment tu pourrais résumer la morale de ton histoire? La morale, c'est que en fait, on a tous, quelle que soit notre situation, un changement dans notre vie, c'est pour tous une grosse épreuve parce qu'on a
tous peur de perdre ce qu'on a en fait, quel que soit ce qu'on est en fait, qu'on ait un gros salaire, un statut, qu'on ait des parts dans une boîte, qu'on ait un confort parce qu'on vit quelque part dans une maison et qu'on a peur de ce qui va venir derrière. On a tous peur de perdre quelque chose dans le changement. Et tant qu'on n'acceptera pas cette peur de la perte et qu'on se dira pas ok, j'accepte que je vais perdre des choses, on changera pas. Mais c'est pas plus dur pour soi que pour les autres, quoi. Ouais. C'est dur pour tout le monde, je pense. Mais ouais, moi j'ai complète prise de conscience de mon côté que bon, tu as fait un au revoir président parce que c'était le président, mais c'est à la limite le au revoir associé, c'est bien plus difficile qu'un au revoir président où finalement bon voilà, il y a un contrat, le contrat s'arrête et puis c'est prévu comme ça. Alors que là vraiment c'est quand on est associé, c'est vraiment une autre histoire. Donc ça vraiment je mesure avec ton histoire la difficulté que ça peut représenter par rapport justement à quelqu'un du monde corporate qui quitte. Et j'ai aussi la question traditionnelle de dire quelles ont été les ressources. Donc toi, tu nous as parlé du travail que tu as fait avec ton psy. Donc ça, c'en est sans doute une que tu nous as déjà livrée. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu pourrais recommander à des gens justement qui sont comme le Simon d'il y a 2-3 ans? Quels sont les bons réflexes à avoir pour pouvoir mûrir et avoir le courage de faire ce que toi, tu as fait? Je pense que vraiment, oui, l'accompagnement psy même si ça se démocratise en France et que petit à petit on voit plus le psy comme le truc pour les fous, ça reste quand même encore assez marginal et on a quand même une image un peu négative, alors que je pense on traîne tous des traumas qu'on a récupérés de notre éducation, de nos expériences passées, qui ont tendance à se cristalliser en plus avec les années et qui viennent renforcer à fond les peurs qu'on peut ressentir dans les moments où on a besoin de changement. Et que c'est hyper salutaire d'aller voir un psy, parce qu'au-delà de faciliter le changement, ça permet aussi de travailler sur les traumas plus profonds qu'on a récupérés, et je pense qu'on en a tous à des degrés divers, et donc de se libérer aussi du poids de ces trucs-là qu'on traîne derrière nous. Après, il y a une ressource que je trouve hyper intéressante et qui est particulièrement adaptée aux gens qui sont dans le monde corporate, qui ont fait des études longues, qui sont dans ce schéma un peu de vie aussi. Je fais des études, ensuite je fais une belle carrière, je gagne bien ma vie, etc. Il y a un cours en ligne de l'université de Yale qui s'appelle The Science of Wellbeing, qui est super intéressant. Et en fait, c'est le département de psychologie de Yale qui, tous les ans, interviewe les étudiants de Yale pour connaître leur niveau de bonheur avec des indicateurs. Et ils se sont rendus compte que depuis les années 70, de façon continue, ce niveau de bonheur diminuait. Et donc ils se sont dit, c'est quand même très bizarre que les gens qui étudient à Yale, qui ont quand même tout pour être heureux, ils vont avoir une belle carrière, ils ont fait des belles études, tout est ouvert pour eux, ils sont de moins en moins heureux avec le temps, quoi. Donc il faut qu'on leur apprenne à être heureux. Et donc ils ont fait un cours sur comment être heureux, comment se sentir bien, qui est basé sur énormément de fondements scientifiques, il y a énormément d'études scientifiques qui sont montrées derrière, et c'est super intéressant parce que ça remet vachement les pendules à l'heure sur... en étant prouvé scientifiquement, de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin dans nos vies pour être heureux, et qu'est-ce qui, au contraire, est plutôt de l'ordre du miroir aux alouettes, et on pense que ça nous rend heureux, mais ça nous rend pas vraiment heureux, en fait. Et c'est une bonne remise à l'heure des pendules, ce cours en ligne. Alors c'est un peu d'investissement, c'est 10 semaines de cours, ça doit représenter peut-être une heure de travail par semaine, avec des vidéos, des petits exercices. Mais tu le fais à ton rythme ou bien il faut s'enrôler dans une... Non, tu fais comme tu veux à ton rythme, okay. C'est pas mal. Et en vrai, c'est quand même... moi, je l'ai fait plus tard, je l'ai fait récemment, là, mais ça remet bien les idées au clair sur de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin dans la vie pour se sentir bien, pour être heureux, et qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre du mirage, quoi. Ah super, ben vraiment merci pour cette ressource, et puis je la mettrai en ligne dans le descriptif, mais je pense que beaucoup de gens vont être, enfin la manière en tout cas dont tu l'as présenté, je pense que ça va nous inspirer pas mal, assez nombreux pour pouvoir suivre ce cours. Ok, et ensuite une dernière question qui serait si tu devais recommencer, si tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu faisais toutefois quelque chose différemment? Si je devais recommencer encore aujourd'hui un changement, je pense que j'essaierai de faire ce que tout le monde m'a dit de faire mais que j'ai pas osé et pas réussi à faire, c'est de prendre vraiment du temps pour plus réfléchir, essayer de me détacher de la peur de l'inconnu, de pas savoir, et peut-être prendre plus de temps pour vraiment mûrir mon futur projet professionnel, ce que j'ai envie de faire. Je pense que voilà, de toute façon ma boîte actuelle, je sais pas ce que ça va donner, mais peut-être qu'un jour je rechangerai, je referai autre chose, et si je refais autre chose, je pense qu'à ce moment-là j'essaierai de
de prendre plus de temps pour moi, vraiment pour y voir clair, vraiment savoir ce que je veux vraiment. Ce que j'ai pas forcément fait dans le changement précédent. Ouais. Et là, c'est bien parce que quand je t'écoute, en fait, j'ai tout. Comme je te l'ai dit avant qu'on commence à enregistrer, que j'ai fait une série d'épisodes hors série, que j'appelle hors série, donc sur la peur, l'adaptation, l'intuition, sur comment bien utiliser son temps. Et tout ça, ce sont je crois qu'intuitivement, tu les as utilisés, mais ce sont des ressources aussi, je pense, qui peuvent être vachement aidantes pour les gens qui font le parcours et le cheminement que tu as fait. Donc là, je remettrai aussi ces épisodes dans le descriptif, parce que je pense que ça peut être aussi des ressources qui sont intéressantes pour des gens qui s'apprêtent à vivre ce que toi tu as vécu. Ok, écoute Simon, vraiment un grand merci, parce que moi je suis tout bouleversé. C'est vrai que t'écouter comme ça, je m'attendais pas, je connaissais un petit peu ton histoire au travers de ce qu'on peut voir sur les réseaux, mais vraiment merci pour cette ouverture, parce que je m'attendais pas à une telle authenticité. Et moi j'adore ça, parce que voilà, c'est là vraiment qu'on sent les histoires vraies, et je pense que c'est ce que mes auditeurs aiment bien en écoutant mon podcast. Et donc merci pour avoir offert à tous cette qualité d'échange et cette inspiration. Merci. Merci Laurent. Ok, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en 3 lettres. CNP, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur aurevoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.